Bienvenue sur Content Centric, le podcast où nous explorons les stratégies, les formats et les créateurs de contenu qui façonnent la communication de marque. Je suis Nicolas Huberman, fondateur de l'agence éditoriale Story for Brands, et tous les 15 jours, je vous invite à plonger dans le monde fascinant du marketing de contenu. Dans chaque épisode, nous décryptons comment les marques et les entreprises peuvent gagner la bataille de l'attention en créant des histoires captivantes et en utilisant les formats les plus innovants. Que vous soyez un professionnel du marketing, un créateur de contenu ou simplement curieux de découvrir les coulisses de la communication de marque, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, informé et prêt à transformer votre approche du contenu de marque. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Content Centric. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Thomas Silve, cofondateur et PDG visionnaire de Tsar, une agence récemment acquise par The Independents. Tsar redéfinit la création de contenu et les stratégies social media pour certaines des plus grandes marques mondiales. Avec plus de 16 ans d'expérience dans le domaine des réseaux sociaux, de la production de contenu et de l'influence, Thomas est reconnu pour son esprit innovant, son leadership inspirant et sa capacité à faire grandir les équipes. Sous sa direction, Tsar s'est imposé sur la scène internationale en accompagnant des marques de luxe, de haute joaillerie, de l'hôtellerie, des boissons et de la tech, avec des stratégies avant-gardistes qui renforcent leur notoriété et génèrent des conversations authentiques. J'ai invité Thomas parce que je le connais depuis plus de 15 ans et que j'ai toujours adoré son approche en matière de contenu. Il est toujours à la pointe de l'innovation et il incarne la capacité à anticiper les tendances avant tout le monde. Son expertise unique en matière de contenu et de stratégie sociale fait de lui un acteur incontournable pour toute marque cherchant à créer un impact durable dans un environnement ultra compétitif. Si vous voulez comprendre comment les marques peuvent se démarquer, créer de l'impact et captiver l'attention dans un univers sursaturé, cet épisode est fait pour vous. Préparez-vous pour une conversation inspirante avec un acteur qui redéfinit les codes du digital. Plongeons ensemble dans cet échange captivant avec Thomas Silve. Bonjour Thomas et bienvenue sur le podcast Content Centric. Salut Nicolas, merci de m'inviter. Je suis très content que tu sois là avec moi. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu qui tu es, Thomas Silve, et qu'est-ce qui t'a amené à créer Tsar ? Avec plaisir. Écoute, j'ai 44 ans, j'ai lancé l'agence Tsar en 2008. Le principe de départ, c'est comment générer des conversations de marque hyper authentiques, hyper positives, et aujourd'hui, en passant absolument par l'ensemble des plateformes social media. Tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Comment t'en es arrivé là, avant 2008 ? Alors, j'ai commencé très tôt dans l'entrepreneuriat parce que en 2008 j'avais 28 ans. Donc j'ai eu une expérience assez rapide avant au sein de la famille Benetton pour qui je pilotais les investissements en private equity, donc plutôt l'aspect financier. Et très vite, je me suis intéressé au département marketing des sociétés qu'on rachetait. Et à partir de là, j'ai mis le doigt sur ce qu'on appelait à l'époque le bouche-oreille, le marketing de bouche-oreille. Ça m'a fasciné et j'ai décidé en fait de me lancer en montant le premier réseau de prescripteurs, de trendsetters de l'époque. D'où le nom un peu compliqué de Tsar, parce que ça avait vocation à être un club un petit peu fermé. Donc c'était ZAR pour qu'on puisse pas nous retrouver sur les réseaux, ce qui est quand même le monde à l'envers quand tu y penses aujourd'hui. Et très vite, le réseau a grandi et on a commencé en fait à travailler avec des marques qui voulaient rentrer en contact. En contact, connecter en fait les personnes du réseau Tsar pour leur faire vivre des expériences de marque assez uniques et faire en sorte que ces gens-là deviennent des porte-parole naturels. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Donc en fait, très tôt, j'ai été précurseur. Parce que nous, on s'est connus à ce moment-là et personne ne parlait de ça. Les marques étaient vraiment pas du tout au fait de ça. Maintenant, quand on en parle aujourd'hui en 2024, on se dit que c'est normal pour une marque de toucher sa clientèle comme ça. Mais toi, t'étais vraiment super innovant. Alors, à l'époque, si tu veux, le constat, c'était que les marques traitaient parfaitement l'aspect journalistique, les relations presse et aussi les relations célébrités, tu vois, tout ce qui était red carpet et autres, égérie de marque, ce genre de choses. La réalité, c'est que à l'époque, il faut se remettre dans un monde où il n'y avait pas encore réellement les réseaux sociaux. Trouver les trendsetters, c'était quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et on sait que ces gens-là avaient le pouvoir de propager la bonne parole, de lancer des tendances. Et donc, l'idée vraiment très simple était de réunir ces gens-là, de les trouver,
d'où le système de parrainage de l'époque. Et ensuite, si tu veux, d'aller voir les marques en leur disant imaginons des choses incroyables pour ces gens incroyables et peut-être qui décideront de vous soutenir et en fait de lancer des nouvelles tendances. Donc ouais, au départ, ça n'existait pas. Après, heureusement, les réseaux sociaux sont arrivés et on a switché d'un modèle offline à un modèle online qui nous a apporté énormément de visibilité et aussi un retour sur investissement en termes de médias, de métriques, ce genre de choses qu'on n'avait pas dans le monde du offline. Tous les KPI, mais on en parlera après. Exactement, les fameux KPIs, le gros mot KPIs. Et toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans la création de contenu, la gestion de ces stratégies sociales ? Alors, je pense que j'ai toujours été fasciné au départ par les histoires qui peuvent se propager, l'effet contagieux des belles histoires. Et en fait, pour que ça fonctionne, effectivement, tu as besoin de les imaginer, de les créer, ces histoires. Alors, de temps en temps, il faut aller chercher aussi dans les cartons parce qu'elles existent depuis longtemps. Et tu as aussi besoin de ces médias, nouvelle génération, c'est-à-dire les bonnes personnalités pour le faire. Et en fait, on l'a fait un peu dans le sens inverse parce que au départ, on s'est plutôt intéressé aux leaders d'opinion en tant que nouveaux médias. Et c'est plutôt dans un deuxième temps que quand nos clients ont commencé à nous demander si on pouvait également les aider à générer des conversations, à optimiser leurs réseaux sociaux, qu'on s'est retrouvé à devoir imaginer aussi des histoires qui s'intégreraient parfaitement dans les conversations de ces fameux leaders d'opinion. Et donc, à partir de là, on a commencé à se développer en tant qu'agence social media et pas que influence. Et naturellement, du coup, à développer énormément de contenu. On a lancé un studio il y a quelques années qui marche fort et qui est destiné à travailler avec ces fameux leaders d'opinion, à les intégrer dans ce qu'on fait, mais aussi à certains moments à travailler directement avec les marques pour les aider à comprendre tout cet écosystème social. Et quand tu parles de studio, est-ce que tu peux développer un petit peu ? Qu'est-ce que vous apportez aux marques ? En termes d'accompagnement, alors, de production. on en parlera peut-être un peu plus longuement, mais la réalité, c'est qu'on s'intéresse avant tout à tous ces langages qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, tous ces formats. Comment est-ce que les communautés s'emparent en fait des réseaux sociaux d'un point de vue comportemental, sociétal, mais aussi technique. Voilà, les réseaux sociaux, c'est aussi des fonctionnalités qui permettent de créer du contenu à la volée très facilement. Et donc, on s'intéresse à tous ces formats, toutes ces tendances. Et derrière, en tant que studio, on va travailler sur naturellement l'adaptation de la bonne stratégie en termes de création de contenu. Donc derrière, ça veut dire de manière très simple, comment est-ce que je produis du contenu qui est social by design, donc chez des équipes, toute la chaîne de production, mais qui est social natives, quoi. C'est-à-dire qu'ils pensent communauté, format, tendance, grammaire sociale. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus parce que c'est quelque chose qui fait vraiment la différence aujourd'hui, en fait. Et quand on voit même des formats qui viennent des réseaux sociaux qui sont adaptés aux médias traditionnels, le monde s'est totalement inversé. Pas totalement, c'est pas tout à fait nouveau, mais aujourd'hui, ça s'accélère. Est-ce que dans la création de Tsar, parce que ça a pas mal évolué, est-ce qu'il y a eu un projet marquant qui a fait vraiment le déclic où tu t'es dit, mon idée de départ, en fait, elle est vraiment puissante? Non, la chance qu'on a eue, c'est vraiment l'explosion d'Instagram. Au début, on commence dans un monde offline, donc peut-être un peu trop tôt, parce que, encore une fois, dur à mesurer, même si on sait que ce bouche à oreille offline, il continue vraiment de fonctionner encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer une opération offline qu'on comprenne bien? Moi, j'en ai fait plusieurs, donc voilà. D'accord, ok. Un truc très très simple, mais à l'époque, Chevignon nous avait contacté, donc c'était il y a 15 ans, en nous disant j'ai eu un âge d'or dans les années 90, je suis un peu tombé dans l'oubli, Moncler est arrivé et a extrêmement bien réussi et ça a accaparé un peu le marché. On aimerait revenir, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, quoi? Et on a eu deux stratégies. La première, ça a été de leur dire, Moncler s'est emparé d'un territoire plutôt
Upper East, si je devais caricaturer, Upper East ou alors Paris, rive droite. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous positionner plutôt de l'autre côté, plutôt downtown, et on va travailler avec du coup une catégorie de personnes qui émergeaient à l'époque. C'est un terme qui est tombé dans l'oubli, mais on parlait des hipsters. Et du coup, on a décidé de faire une sélection de personnalités qui appartenaient à cette tribu-là. Et on leur a dit, voilà, venez choisir en fait votre doudoune Chevignon. On est en train de relancer l'histoire. Faisons des collaborations. Donc, on a fait des collaborations artistiques avec certains talents. Et on a eu une centaine de porte-parole de l'époque qui ont relancé la doudoune Chevignon un peu partout. Et c'est drôle parce que de temps en temps, je croise des gens qui m'en reparlent 15 ans après. Donc ça, c'était vraiment les tout débuts du marketing d'influence. Hein. C'est 2008, quoi. Donc c'est très très vieux. Le vrai tournant, ça a quand même été Instagram, où là, l'écho a été complètement amplifié. Le bouche-oreille est devenu du contenu qu'on a pu vraiment matérialiser, quoi. On a pu comptabiliser les personnes touchées, et donc là tout s'est accéléré pour Tsar, et on était bien positionné en fait, parce qu'on savait déjà faire dans un monde qui est pas évident. Le monde offline il est pas évident, et du coup là tout s'est accéléré. Et après il y a eu plein d'autres phases de vie dans Tsar, notamment le studio qui se déploie très très vite. Tsar, on l'a dit, a connu pas mal d'évolutions depuis l'idée de départ. Voilà. Comment tu peux expliquer un petit peu comment vous avez décidé d'élargir et vos activités et aller de l'influence vers la production de contenu En fait, ça s'est fait très naturellement. La réalité, c'est que depuis le premier jour de Tsar, on est vraiment focalisé sur les besoins et les enjeux de nos clients depuis toujours. En fait, on a vraiment les mains dans le cambouis depuis plus de 15 ans. Et en fait, on a accompagné nos partenaires qui très vite nous ont demandé de l'aide en fait sur l'optimisation de leur présence sociale. Ils voulaient comprendre comment eux-mêmes pouvaient prendre la parole. Donc, d'un monde earned media où on fait en sorte que ce soit les gens qui parlent de vous, les marques ont commencé à nous demander comment est-ce qu'elles pouvaient parler d'elles-mêmes aussi sur ce qu'on appelle le owned media. Et donc, on a commencé à les conseiller aussi sur leur gestion à elles, comment est-ce qu'elles pouvaient optimiser tout ça, tout en le connectant, encore une fois, au earned, parce que ce sont des vases communicants. La réalité sur beaucoup de comptes de marque, tu vas retrouver du contenu produit par la marque, mais aussi du contenu produit par des porte-paroles, des trendsetters. Aujourd'hui, on appelle ça les creators. Donc, en fait, c'est un mélange qui est très vertueux. Donc, en fait, on a très naturellement, on a accompagné nos clients sur ce besoin-là. Et on a dû créer un studio aussi à l'époque, parce que quand tu dois prendre la parole, tu peux pas simplement réutiliser tes contenus traditionnels sur tes réseaux sociaux. Ce qui m'attriste d'ailleurs, c'est qu'il y a encore pas mal de marques, de maisons qui sont assez démunies sur ce sujet et qui d'une certaine manière investissent et passent du temps sur les réseaux sociaux sans comprendre les codes. Donc pour moi, c'est une perte de temps, une perte d'argent. Donc limite, il vaudrait mieux pas y aller. Et donc nous, on les aide à comprendre comment ça fonctionne et on les aide du coup aussi à produire ce contenu qui est différent. Alors ça peut être de l'adaptation de ce qu'ils ont déjà pu produire, voilà. En recyclage de contenu. Exactement. On a des offres qui correspondent à ça, et ça peut être aussi carrément de concevoir le contenu dès le départ pour être social first en fait. Et donc là, c'est des productions de A à Z, soit où on a la main totalement, soit en collaboration avec des creators en fait. Et donc ce studio, on a été obligé de le créer, et aujourd'hui il nous sert pour aider les marques sur leur own, l'organique, mais très vite aussi on a dû se déployer sur le paid, parce qu'aujourd'hui c'est un triptyque, le earn, le own et le paid qui fonctionnent ensemble. Et du coup le paid c'est une forme de production qui peut s'inspirer de l'organique, mais qui peut être aussi un petit peu différente parce qu'elle est très souvent un peu plus commercial, un peu plus call to action, comme on le dit dans le jargon du métier. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on a ce triptyque-là avec un studio au milieu et un département aussi talent
qui est connecté à ce triptyque-là. Voilà comment on fonctionne aujourd'hui. Donc c'est vraiment, on a juste suivi le besoin de nos clients et on continue quoi. Dès qu'on identifie des choses, on le développe en fait. On est vraiment en mode start-up agile depuis toujours. On reviendra pour toujours continuer à nourrir la créativité. Vous avez des super techniques. C'est quoi aujourd'hui la mission de Tsar ? Notre mission, c'est vraiment d'aider les marques à faire partie des conversations qui existent déjà sur les réseaux sociaux. Donc, c'est d'aider les marques à apporter de la valeur ajoutée et pas simplement à s'imposer. C'est vraiment ce qui nous caractérise, je pense, depuis le premier jour. Et c'est une communication qui nous plaît énormément. C'est pas une communication qui va être intrusive. C'est pas une communication qui va matraquer les audiences. Donc, c'est subtil, ça demande un effort de savoir aussi en tant que marque qui tu es, qu'est-ce que tu peux apporter. C'est un travail culturel sur ta marque aussi, parce qu'aujourd'hui, voilà, les gens n'ont pas simplement envie d'acheter un produit, ils achètent autre chose. Une histoire. Quand valeurs. tu vois le succès d'un Patagonia, tu comprends on achète autre chose en fait derrière. Et c'est ça notre mission, c'est de les aider à trouver ce sens dans la communication. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qui vous distingue du marché ? Parce que quand une marque fait un petit peu le tour des différentes agences avec cette problématique-là d'émerger, comment est-ce que... Alors, il y a plein de choses qui nous distinguent du marché. Je pense que la première, c'est quand même notre esprit d'avant-garde. Tu l'as compris, on essaie en permanence d'avoir un temps d'avance, de se renouveler. On est très à l'écoute de ce qui se fait, des communautés. Donc, je pense qu'on est capable d'aider les marques à justement se positionner sur ce qui est en train d'arriver. Et du coup, ça leur permet de se distinguer plus facilement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a aussi un vrai souci de la créativité associé à de l'esthétisme, quoi. On aime faire des choses vraiment parfaites dans l'exécution, comment ça va interpeller les gens. Je pense qu'on arrive à concilier vraiment un extrême sérieux avec un grain de folie et de créativité et tu vois, nouveaux territoires non explorés encore. J'avais la question qui me vient là à l'esprit, c'est quoi les compétences pour vraiment réussir à développer ça en interne, parce qu'il faut plein de cerveaux différents. Alors, j'ai eu la chance d'avoir été rejoint par mon associé Camille Olivier il y a aujourd'hui plus de 10 ans, qui a apporté justement cette extrême rigueur dans la mise en musique de tout ça. Donc, d'abord dans le recrutement des talents, ensuite dans l'orchestration de ces talents. Et moi, de mon côté, je pense que je vais avoir peut-être cette audace qui permet de dire aux équipes tout est possible, allez-y, on casse les codes, sentez-vous libre d'inventer des choses. Et quand on réunit les deux, en fait, on arrive à parler à une marque qui, elle, a des besoins quand même à la fin de la journée très concrets, mais qui en même temps doit se distinguer si elle veut justement avoir un temps d'avance. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait notre force, ces deux casquettes dans l'agence. Et après, avec les années, on a constitué une équipe aujourd'hui sur du planning, de la créa, du talent et de la prod, hyper exigeante, avec la dose de seniorité qu'il faut, mais en même temps, cette jeunesse éternelle, tu vois, toujours à l'affût de ce qui se passe. C'est des gens qui sont vraiment picousés aux réseaux sociaux, aux social media. Et voilà, quand on réunit tout ça, effectivement, c'est fatigant parce que ça demande une agilité extrême, mais ouais, ça fonctionne, quoi. Ça fait la différence. Et du coup, ça crée du contenu qui sort du lot, mais qui en même temps est spontané. On pourra reparler peut-être du truc complètement fou qui est en train de nous arriver en ce moment avec une vidéo qu'on a
produite avec un creators pour Ponant. Donc la marque de croisière haut de gamme, qui est en train d'atteindre à l'heure où on parle les 80 millions de vues en une semaine, je crois. Vas-y, raconte un peu cette opération. Donc le Ponant, donc le croisiériste de luxe, lance un nouveau voyage. Et qu'est-ce que vous avez fait ? En fait, elle a un navire explorateur qui s'appelle le Commandant Charcot, qui est un navire incroyable, qui respecte énormément l'environnement et qui envoie en fait des gens comme toi et moi, en tout cas ceux qui ont la chance de pouvoir embarquer, découvrir les pôles. Et du coup, on essaie de mettre en valeur en fait ces croisières extraordinaires et on organise des productions de contenu avec des gens talentueux qu'on envoie sur le Ponant et avec qui on travaille sur comment produire du contenu extraordinaire. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez fou. Un des créateurs avec qui on travaille et qu'on a envoyé sur le Ponant, qui s'appelle Benjamin Hartmann, a assisté en fait à un ours polaire, un ours blanc en fait, qui d'une certaine manière surfe sur une tempête de glace qui est au pied du navire, et il a réussi à capter en fait ce moment-là, à correctement le monter, et c'est une vision assez hypnotique des pôles et de la nature. Et aujourd'hui, ça a été repris par les algos d'Instagram et c'est en train de casser tous les scores. J'ai jamais connu un truc pareil en 15 ans. Là, 80 millions de vues. Je crois qu'on est à plus de 2,5 millions de personnes qui likent et qui commentent en fait cette vidéo en une semaine, quoi. Ouais, et ça ne cesse de monter, quoi. C'est fou. Donc la magie peut apparaître, quoi. Et quel était le projet le plus stimulant dernièrement ? On en a beaucoup. Il y a un projet qu'on aime beaucoup, qu'on a réalisé il y a quelques années pour la marque de L'Oréal qui s'appelle Vichy, avec laquelle on a vraiment décidé de dédramatiser la ménopause. Donc on a organisé énormément de production de contenu avec des personnes qui ont eu le courage de prendre la parole autour de ce sujet qui restait encore un des tabous que les réseaux sociaux avaient pas encore dédiabolisé. Donc je nous remets, parce qu'aujourd'hui ça paraît évident, mais je nous remets 2-3 ans en arrière là. Et en fait on a organisé de la production de contenu sur tous les sujets qui concernent la ménopause, pour essayer de comprendre, de voir comment est-ce qu'on peut bien vivre ce moment qui est très complexe pour les femmes, et tout ça sous la tutelle de Vichy et de ce qu'ils essaient de faire autour des produits qui vont aider les femmes dans ce moment compliqué. Et on a eu pareil un moment d'emballement, un peu comme pour Ponant, et ça c'est la magie quand les gens commencent à reprendre ce que tu fais, donc c'est-à-dire que ton contenu intéresse, interpelle, et du coup on a vu les communautés qui ont commencé à s'emparer du sujet. On avait appelé ça Ménopositivity, tu vois. Donc il y avait aussi de l'histoire derrière, du concept pour que ça marque les esprits. Et ça c'est une campagne qui m'a marqué, parce que pas simple au départ, quand t'as le pitch, c'est compliqué. Vous avez réussi à apporter de la valeur. Tu marches sur des œufs, Tu marches vraiment sur des œufs. Tu touches à la sensibilité profonde des gens. Tu dois être extrêmement respectueux de ça. Et en même temps, il faut que t'en parles. Il faut que tu crées des choses, tu vois. Donc, comment est-ce que tu trouves le bon équilibre ? Voilà. Quand tu y arrives, c'est génial. Je voulais qu'on parle un peu et qu'on ait un petit peu ta vision sur les tendances du marché et principalement du marketing de contenu. Ça évolue sans cesse. Vous êtes lancé en 2008 et il y a eu je sais pas combien de vies depuis votre lancement. Comment tu vois là l'évolution là des réseaux sociaux et surtout du marketing de contenu ? Alors, je vais enfoncer une porte ouverte, mais d'une certaine manière, on l'avait quand même vu venir. Aujourd'hui, les réseaux sociaux fonctionnent autour du succès des contenus et plus forcément autour de l'audience
de ses utilisateurs. Pour être très clair, aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, c'est des utilisateurs qui vont créer du contenu suffisamment riche, impactant, pour que derrière, ça génère de l'audience. Ça va pas être simplement des utilisateurs avec des très grosses audiences qui vont en profiter pour générer de la visibilité. Donc, tout est dans le contenu. Donc, les influenceurs, aujourd'hui, on les appelle plutôt des creators, même si c'est des typologies de gens qui peuvent être un peu différentes. La réalité, c'est que le contenu est en train de devenir roi. Et ça, nous, on adore en réalité, parce que d'une certaine manière, ça veut dire que c'est ta créativité, la qualité de ce que tu fais qui te permet d'exister, et pas simplement ta notoriété ou du contenu facile qui aurait pu te conduire vers de la notoriété. Tu vois. Donc ça, c'est une vraie tendance qui a été plutôt lancée par TikTok et que Instagram est en train aujourd'hui d'adopter. Et donc, la vraie tendance, elle est là. C'est contenu first. Ça, c'est la tendance numéro 1. Après, la deuxième tendance, c'est les tendances au sens large des réseaux sociaux. C'est-à-dire que tous les jours, on va observer des nouveaux comportements, on va observer des nouvelles fonctionnalités qui permettent de créer du contenu comme on l'avait jamais fait avant. Et c'est ça qu'une marque, aujourd'hui, doit capter et doit comprendre pour pouvoir, parler aux utilisateurs des TikTok, Instagram et autres, et en même temps parce que les algorithmes répondent à ça. Donc, la vraie tendance, c'est le contenu first et voilà, tous ces nouveaux usages. Certains peuvent être très éphémères et d'autres peuvent durer. Donc d'ailleurs, ce qu'on aime bien dire, c'est que une tendance peut devenir, si elle dure, une grammaire sociale. C'est-à-dire que j'aime bien cette expression. C'est-à-dire que elle va faire partie des nouveaux usages. Typiquement, le POV, par exemple, le point of view. Voilà, c'est quelque chose qui a été tellement adopté que maintenant on parle plus de tendance, en fait. On parle d'une grammaire sociale. Ça devient même un format. C'est un format, ouais. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas évident, parce que ça évolue très vite. Et puis, il y en a beaucoup, hein. Et sur ça, comment est-ce que les marques vous suivent? Alors, nous, d'abord, le travail qu'on fait, c'est on essaie de les inspirer sur ces sujets-là. Donc, on va leur montrer ce qui se fait, on va leur montrer ce qui existe. Et ensuite, on va faire le tri pour elles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas en tant que marque, de sauter sur n'importe quelle nouvelle tendance. La réalité, c'est qu'il faut rester soi-même. Donc à partir de là, il faut comprendre quelles sont les tendances qui correspondent à mon ADN, qui correspondent à ma culture de marque. Et une fois qu'on les a inspirés, qu'on a fait le tri dans ces tendances, on va les aider à produire pour que ils puissent rentrer dans ces codes-là. En fait, c'est à peu près ça le process. Et c'est ça qui fonctionne bien, parce que derrière, on est vraiment au bon endroit au bon moment. Et du coup, ça réagit vite. C'est quoi les nouvelles attentes des marques aujourd'hui sur toutes ces créations de contenu? Les nouvelles attentes, ça va être de rester elles-mêmes, même si elles comprennent pas ce qui se passe. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'elles aimeraient et en même temps elles ont peur. Donc on est obligé vraiment de faire un travail de réassurance très fort, très didactique. Le premier exemple, c'est toutes les marques qui veulent pas forcément aller sur TikTok, tu vois, parce que elles vont trouver que le contenu, en termes d'esthétisme, est pas quali, etc. Alors que la réalité, c'est pas le sujet. Tu vois, leurs audiences aujourd'hui, et je citerai pas de marque, tu vois, mais leurs audiences sont sur TikTok. Et souvent, ce que je dis à certains de mes clients, c'est vous voulez pas être sur TikTok, mais en fait, quand on va sur TikTok, on parle déjà énormément de vous sur TikTok. Donc, ce serait peut-être temps que vous y soyez pour participer à la conversation, en fait. Je pense que c'est la moindre des choses. 1, par respect pour vos audiences, et 2, peut-être aussi pour être capable d'apporter quelque chose à ces conversations-là. Voilà, à vous de trouver, avec notre aide, votre patte. C'est ça le plus important, c'est de trouver votre patte sur TikTok, de trouver votre patte sur les nouveaux réseaux sociaux qui émergent. Mais à l'époque, déjà, typiquement, certaines marques, notamment de luxe, ne voulaient pas aller sur Facebook. On a oublié, mais ça a commencé comme ça. Donc le vrai sujet, c'est ça, c'est leurs attentes. Elles aimeraient y aller, mais elles ne savent pas forcément comment faire. Et donc, comment est-ce qu'on débloque ce verrou? C'est un travail de longue haleine. Comment on les débloque?
on les débloque en leur expliquant. Et ça c'est la chance de Tsar, c'est que on a une vraie sensibilité de marque, de la mode, du luxe, du lifestyle, qui fait qu'on est capable de comprendre ce type de marque et de respecter en fait leur univers, leur territoire, tout en l'adaptant subtilement à ces nouveaux usages, c'est dur à dire, et ces nouveaux codes des réseaux sociaux. Voilà, ça, je pense que c'est un des éléments très différenciants de Tsar par rapport à un marché qui n'a pas forcément ces subtilités-là. Et tout à l'heure, tu étais en train de parler des audiences des marques. C'est quoi la clé pour capter ces audiences avec tous ces nouveaux formats? La clé, ça va être une vraie compréhension des sujets traités. Déjà, je pense que ça part très souvent de là. C'est-à-dire que nous, on va faire de l'analyse de conversation, du e-listening, pour comprendre quels sont les insights. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, c'est avoir la bonne stratégie de marque, produit, pour répondre, en fait, à ce qu'on va identifier comme des bons insights. Et ensuite, il faut deux choses, être très créatif, avoir une parfaite exécution et naturellement, à l'intérieur de tout ça, intégrer ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire les bonnes grammaires, les bonnes tendances, les bons codes. Sinon, ça sert à rien. Enfin, quand je vois certaines marques qui ne font que publier leur catalogue produit sur Instagram, ça m'attriste. Tu vois, parce que les audiences ne veulent pas de ça. Elles sont pas sur Instagram pour recevoir ce type de contenu. Et donc, je comprends qu'il y ait des sujets de coûts, d'investissement, mais encore une fois, si on y va, il faut bien le faire. Sinon, ça sert à rien d'une certaine manière. Et il y a moyen aujourd'hui avec des process. Nous, on a des recettes un peu secrètes, tu vois. Secret sauce. Ouais, on en a beaucoup, tu vois, pour réussir à être hyper quali et en même temps hyper agile. Alors c'est très dur, hein. On va pas se mentir, c'est très dur, mais voilà, on a mis en place des systèmes, des process, une culture d'entreprise qui nous permet justement de combler, de matcher tout ça, de combler ça, et du coup de dire aux marques, en fait, vous pouvez le faire. Et comment vous restez vraiment à jour de toutes les innovations, de toutes les nouvelles technos qui arrivent? Là, avec c'est l'année de l'IA, donc comment est-ce que vous... Alors, la chance qu'on a, c'est, encore une fois, c'est les talents qu'on achète ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont nés là-dedans, ils sont d'une curiosité maladive. Donc, on a en interne des outils de partage et de communication où ça fuse toute la journée, quoi. Toute la journée. Et d'ailleurs, le rôle des managers chez nous, c'est de faire le tri aussi, pour pas que ça parte forcément dans tous les sens. Mais moi, je trouve ça génial. Plus je vois des choses partagées toute la journée, et voilà, ça n'arrête pas. Et donc on a la chance d'avoir effectivement des créatifs chez nous, des producteurs qui sont à l'affût de tout ça, quoi. Donc, et derrière, on rationalise, on écrit des livres blancs, on fait des masterclass sur tous ces nouveaux usages, tous ces nouveaux formats. On essaie de former les marques. Pour former les marques. On essaie de comprendre aussi qui y arrive parfaitement, tu vois, et dont on devrait s'inspirer. Il y a toute cette tendance des DNVB, je ne sais pas si tu te souviens, alors ça n'emploie plus trop ce terme-là, mais des marques qui sont nées vraiment sur les social media, comme un Glossier, par exemple, aux États-Unis. Il faut comprendre, tu vois, comment ces marques naissent des communautés et des réseaux sociaux. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Et c'est quoi pour toi les plateformes là, qui sont vraiment émergentes en termes de création de contenu? On est encore dans TikTok, hein. On est encore dans TikTok et j'aime bien la manière dont Instagram a réagi quand même. Donc nous, ce qui est intéressant, c'est on est sur le terrain toute la journée. Et aujourd'hui, si tu veux, les réseaux sociaux se sont répartis encore majoritairement en termes de temps passé et de travail de marque, tu vois, sur Instagram. Donc je dirais qu'on a
Instagram qui représente encore 60% de ce qu'on fait. Je te dirais que TikTok pousse très fort, donc on est autour de 20%, à peu près 20-25%. On a YouTube qui est intemporel, tu vois, et qui revient à certains moments. Inoxtag, tu as des formats aussi sur des sujets ou des industries où YouTube sur des formats un peu plus longs s'y prête très très bien. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses des formats longs ? Je pense que les formats longs, je suis pas persuadé que ça soit un bon format pour les marques. C'est un peu une des tendances du moment là, les marques qui veulent revenir à du format long. J'en suis pas persuadé parce que tu peux le faire une fois, mais pas forcément deux. Tu vois, faut avoir beaucoup de matière, beaucoup de choses à dire. Faut accepter de mettre de côté aussi beaucoup d'enjeux commerciaux, marketing versus le montant que ça représente. Donc j'en suis pas persuadé. Je comprends que ça soit un des contre-courants du moment, mais je reste quand même persuadé que le format court, si tu veux, est roi et dans le mode de consommation tu vois, de la génération actuelle, quoi. Non, le vrai sujet, c'est comment je fais du format court qui interpelle en 2 secondes, quoi. La Gen Z, t'as 1,5 secondes pour les capter, tu vois. Donc, c'est-à-dire que la première image doit être impactante. Le vrai sujet, pour moi, il est là. J'aime bien les formats longs, ce qu'a fait Inoxtag, là, dont tout le monde parle. C'est une prouesse, hein. Mais déjà, je pense qu'ils vont être très très peu à pouvoir le faire, coûte très très cher. Et encore une fois, tu pourras pas le faire très souvent, quoi. Donc ça va pas être le nouveau format. Je pense qu'effectivement, c'est pas inintéressant à certains moments de le faire, mais. Et quel était le brief le plus original que vous avez reçu ? On a eu un brief d'une marque d'Estée Lauder qui s'appelle Renutrive, où ils nous ont dit on veut raconter une histoire internationale sur 4 de nos marchés clés à l'époque, l'Italie, la Grèce, l'Espagne et la Suisse. Simplement, on est super en retard. On veut faire des films héros qui fonctionnent en social, donc vraiment de la très belle prod parce qu'on est Renutrive, on est une marque de cosmétiques très haut de gamme. Il faut que vous réussissiez à boucler ça en 10 jours. Et donc là, c'est une aventure complètement folle qui commence. Tu fais le tour des capitales en faisant intervenir des talents incroyables locaux et où t'enchaînes sans t'arrêter pendant 8 jours avec une équipe de 7-8 personnes qui se déplacent. On fait des trucs comme ça, c'est assez dingue. On y arrive au final. Ça peut pas être non-stop, hein, naturellement. Et il en ressort un truc plein d'émotions en fait, parce que tu sens que ça a été fait dans des conditions un peu extrêmes. Tu vois. Voilà, j'ai pas envie que ça devienne un standard, naturellement. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. D'ailleurs, comment vous gérez les clients qui n'ont pas forcément une vision claire de ce qu'ils attendent, de ce dont ils ont envie ? Alors ça, c'est un super point parce que ça nous arrive quand même assez souvent. Ouais. La réalité, on va pas se mentir, le marché va tellement vite, les équipes changent et c'est vraiment en ça qu'on est un partenaire. On fait vraiment partie de l'équipe des marques qu'on accompagne parce qu'on les aide aussi sur ce sujet-là. On les aide à comprendre qui elles sont. On les aide énormément à reformuler. On les aide à nous briefer, en fait, si tu veux. Donc c'est le département planning créatif chez nous qui passe de plus en plus de temps. Hein. C'est pour ça que c'est un vrai bon point. C'est que c'était moins vrai il y a quelques années, mais aujourd'hui, ça va tellement vite que certains de nos partenaires peuvent être un peu perdus là-dessus. Il y a trop de choses, c'est trop complexe. On a l'impression que c'est simple, en fait, c'est hyper sophistiqué. C'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en pour plus un directeur compliqué. marketing de savoir quoi faire. Donc où aller. Donc on les aide là-dessus. La chance qu'on a en plus, c'est que on a une expérience terrain extrêmement poussée et on sait ce qui marche. On sait ce qui marche pas. Je te parlais de nos recettes un peu secrètes, mais on a la chance de pouvoir comprendre quels sont les bons leviers. Et du coup, on les aide aussi à reformuler. On les aide aussi sur leur vision sociale, tu vois, au sens social media. Voilà, après, on fait pas des brand platforms. On va pas intervenir sur leur vision de marque, tu vois, mais sur comment ça se traduit, ça se transmet. Et comment ça s'intègre. Ça, global. On le fait énormément. Et là, quelle est ta vision des contenus de marque et des formats sur les prochaines années ?
Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Ouais, on en a pas mal. On en a quand même parlé. Aujourd'hui, c'est assez compliqué de pouvoir deviner, tu vois, plus d'1 ou 2 ans, parce que t'es quand même pas à l'abri qu'il y ait une nouvelle plateforme social media qui émerge, avec des codes différents, avec des usages différents. Et donc, encore une fois, on va devoir s'adapter. Donc, c'est très prétentieux. Voilà. Encore une fois, le vrai secret, c'est plutôt d'être super agile, tout en ayant des convictions quand même fortes. Hein. Encore une fois, on en reparlait, des convictions de marque, où est-ce que tu veux aller. Mais pour moi, le vrai sujet, c'est comment je m'adapte presque en temps réel, si tu veux, sans dénaturer ma marque, sans me prostituer non plus. C'est ça le vrai sujet, quoi. Et ça, je pense pas que ce soit prêt de s'arrêter. Tu vois, tu parlais des formats longs. Oui, si tu fais un format long, c'est plus facile d'une certaine manière. Alors, c'est cher, etc. Mais c'est plus facile. Là, t'as pas d'autre choix que de comprendre et d'être dedans, d'être dans le jeu en permanence, tu vois. Et c'est ça notre métier, quoi, au final. Et c'est quoi là les conseils aux marques pour générer de l'engagement et de la préférence de marque? Parce que toutes les marques recherchent ça aujourd'hui. Alors, il faut être inattendu. C'est-à-dire qu'il faut oser des choses, quoi. Il faut prendre des risques. Ça l'a toujours été d'une certaine manière, mais aujourd'hui, il y a une telle compétition, une telle concurrence. Ouais. Tu vois, quand tu vois ce contenu de marque extraordinaire entre Belvedere et Daniel Craig, tu te souviens, là, c'est tellement inattendu de voir Daniel Craig dans ce rôle-là. Pareil, quand Louis V travaille avec lui, t'as un sujet qui est complètement unexpected, tu vois. Ça c'est un truc qui est fondamental, qui est pas évident à faire. Je pense que pour un directeur marketing, c'est un peu compliqué. Mais il faut être capable à certains moments de doser ces choses-là. Et après, j'insiste, mais c'est comment je ramène ça à ce que j'ai compris des communautés, de leurs attentes et de l'usage des réseaux sociaux. Si j'arrive à matcher les deux, a priori, voilà, j'ai le succès au bout, quoi. Mais c'est pas une science exacte, si tu veux. L'avantage qu'on a dans le social media, c'est qu'on peut quand même, notamment à travers tout le contenu qu'on produit de manière assez snack, si tu veux, on peut tester aussi beaucoup de choses. Et c'est ça qu'on fait chez Tsar, c'est qu'on va quand même produire beaucoup. On parle souvent de Brand Content Factory, si tu veux, on va tester plusieurs idées. Et après, quand on voit qu'il y en a une qui prend plus que les autres, alors là, on décide d'enfoncer le clou. Et donc, c'est l'avantage du social, c'est que c'est pas ta campagne traditionnelle qui est déployée et puis, si t'es à côté de la plaque, c'est terminé et ça t'a coûté des millions. Là, tu peux quand même réajuster. C'est très clair. On arrive à la fin de notre interview, donc j'ai quelques questions à te poser. Est-ce qu'il y a un contenu spécifique qui t'a inspiré dernièrement? Alors, beaucoup des contenus de Jacques Mus m'inspirent. Pareil, il est vraiment précurseur sur l'inattendu, tout en ayant un traitement très léché, très mode. Donc ça, c'est vraiment un cas d'école. Je refais de la promo pour Ponant parce que, pour l'anecdote, en fait, j'ai découvert ce contenu sans savoir que c'était nous au départ. Parce qu'on produit beaucoup de choses, j'ai des équipes qui sont hyper impliquées, mais je peux pas suivre forcément en temps réel toutes les campagnes qu'on fait. Je peux souvent recevoir du contenu après coup. Et quand j'ai vu ça, j'ai été hyper étonné, tu vois. Et du coup, j'ai envoyé à mes équipes en disant, mais c'est nous qui avons fait ça, là, pour le commandant Charcot. Et donc, quand elles m'ont répondu oui, tu vois, j'étais hyper heureux, quoi. Et fier, ouais, hyper fier, ouais. Et donc voilà, ça c'est une des choses du moment. C'est très chaud. Après, on a fait des choses. On a produit des contenus extraordinaires pour Rabanne, où on a fait du contenu sur autour du marathon de New York, fait participer des créateurs. On a fait des choses complètement folles, en fait. Donc j'ai beaucoup de contenu en tête, mais celui-là m'a marqué. Après, si on sort un film, une série, un livre... Ah ouais, alors si on va encore plus loin que ça, et qu'on parle de communauté de Gen Z, je suis tombé sous le charme de Sex Education, la série, qui réunit tout pour moi. Et voilà, j'étais affreusement triste quand ça s'est terminé.
Voilà, ça c'est des contenus. Alors on est sur du contenu long, mais qui parle de toute la génération avec laquelle nous on cohabite en permanence. Et puis par ailleurs, je suis père de famille, donc c'est des sujets aussi, tu vois, qui me touchent personnellement. Et un traitement original, une touche britannique. Voilà, ça c'est quelque chose qui t'a marqué, qui m'a vraiment marqué. Est-ce que tu as une citation préférée dans notre secteur de la com que tu te martèles tous les jours ou... Alors, ouais, je l'ai évoqué tout à l'heure, le début d'une citation que j'essaie d'appliquer pour l'ensemble de nos partenaires, de nos clients. C'est une citation de Seth Godin. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, un des gourous du marketing. En fait, c'est encore un gourou du marketing et ça l'était déjà il y a 20 ans. Et moi, ça fait partie des gens qui m'ont inspiré quand je me suis lancé, parce que extrêmement expert sur le marketing viral de l'époque, justement les histoires, les tribus aussi. Les tribus, toutes ces choses-là. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a vachement inspiré. Il a toujours dit, en fait, qu'on n'achetait pas une marque. Pas des biens et des services. On n'achète pas des biens ou des services. En fait, on achète des relations, on achète de la magie, on achète de l'espoir. Tu vois, c'est ce genre de choses, en fait, qu'il faut garder en tête en permanence. Et même quand tu fais du e-commerce, il faut avoir ça en tête. Est-ce que tu as une chanson qui représente ta personnalité du moment ou ton état d'esprit ? Alors, moi, je te dirais Starman de David Bowie. Elle m'accompagne, je pense, depuis toujours. Et je crois qu'il n'y a pas une semaine où je ne l'écoute pas au moins une fois. D'accord. Je ne sais pas si tu connais forcément. Je connais très bien. Je suis pleine d'espoir, tournée vers la jeunesse et tout. Enfin, Donc ça, c'est... Et David Bowie en général aussi ? Ah ouais, bien sûr. Un des maîtres absolus. Ouais. Pour conclure, si tu devais résumer en une phrase ce qui te guide au quotidien, est-ce que ça serait quoi ? Ça serait quelle phrase ? Dans mon boulot, ça serait d'être au cœur de la machine infernale des réseaux sociaux pour en faire quelque chose de bien. Et en tant que personne de famille, essayer d'apporter quelque chose de positif sur un média qui peut être mal compris, qui peut être mal utilisé. Voilà, ça c'est un peu ma mission, encore une fois, personnelle vis-à-vis de mon métier. Et après, d'être un bon mari, un bon père de famille. C'est très important. Et est-ce que tu as des projets dans le futur là, que tu souhaites nous partager ou, pour Tsar ou même pour d'autres projets ? Tu avais lancé un magazine. Alors, j'avais lancé un magazine, c'est marrant que tu t'en souviennes, qui s'appelait inbedwiz.com, qui était un magazine mobile qui mettait en scène, en valeur les plus grands talents, les plus grands créatifs contemporains. Un numéro, un talent. Et on passait une journée avec... c'était limite le début du podcast, mais vidéo d'ailleurs aussi. Donc on a fait une dizaine de numéros. À regret, j'ai dû arrêter parce que ça me demandait trop d'énergie. Par ailleurs, en plus de Tsar, mais je reste convaincu effectivement qu'il faudrait le relancer un jour, ce In Bed With magazine. Et clin d'œil d'ailleurs à ma rédactrice en chef de l'époque, Anne-Sophie Berbille, si tu nous écoutes, qui vient de prendre la direction du digital d'Hermès il y a quelques jours. Donc voilà, les histoires finissent bien. Écoute, merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous. Merci d'avoir autant partagé de choses sur ton univers et sur tout ce qui te donne envie de te lever le matin. Écoute, à très vite pour un autre épisode de Content Centric et puis à très vite pour suivre toutes les productions que vous faites avec Tsar. Merci Nicolas. Merci. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode vous a vraiment plu. Merci de le partager autour de vous et de nous laisser une note de 5 étoiles avec un commentaire très sympa. Cela nous aide énormément à faire connaître le podcast. Si vous avez des projets en stratégie éditoriale ou en production de contenu vidéo ou même audio, n'hésitez pas à contacter mon agence Story for Brands. Nous aurons plein d'idées pour vous. Au nom de toute l'équipe, on vous remercie encore pour le soutien et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode.